Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Ce soir, je vais vous parler du besoin de protection de la clientèle high net worth individuelle. Donc, déjà bien avant l'arrivée du Covid, offrir des garanties financières au marché était toujours plus compliqué et cher pour tous les acteurs du marché. Et donc, déjà dans la période 2018-2019, nous avons commencé à partager notre vision avec nos partenaires, nos clients, et nous avons constaté un vrai besoin de protection de la clientèle. Un besoin qui, par contre, restait sans réponse. Avec le corona, en plus, l'arrivée du Covid, évidemment, ce besoin de protection a explosé et la perception de l'incertitude du futur de part des clients est devenue de plus en plus d'actualité. Et donc, comment on peut protéger nos clients aujourd'hui sans pouvoir offrir des garanties financières, par contre? Eh bien, à travers l'offre de produits de prévoyance, donc notamment tout ce qui est couverture décès et couverture des imprévus de la vie. Si on passe à la slide suivante, on peut partir d'une considération. La considération est que les marchés sur tous les pays européens est encore complètement développé, surtout pour la clientèle à network individuelle. Il y a trois éléments qui nous amènent à constater ça. La première, c'est que les clients, surtout la clientèle fortunée, se sont déjà, en un certain sens, auto-assurés. Donc, le fait d'avoir un patrimoine de fortune amène ces clients à considérer qu'en cas de sinistre, ils n'ont pas besoin de liquidité forcément. Et ça, on va voir pourquoi, mais c'est une perception qui peut être parfois fausse et amener à avoir de problèmes en cas de sinistre. La deuxième chose, c'est la connaissance de ce type de produit. Aujourd'hui, ni les clients, ni les réseaux de distribution, ni les banquiers qui tous les jours sont en contact avec les clients, les banquiers, les conseillers financiers, ils n'ont pas l'habitude de traiter ces thématiques. Et donc, le troisième élément qui est clé est l'élément relatif à la distribution. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin d'aller voir nos réseaux de distribution, de les former. L'action pédagogique est très importante. Il faut transférer à ces réseaux qui n'ont pas forcément l'habitude de traiter ces thématiques. Il faut transférer la manière d'aider les clients à identifier leurs besoins et à comprendre quels sont les leviers de vente et les atouts de ce type de produits. Dans nos réflexions, les réflexions que nous ont amené à construire notre offre de prévoyance pour les marchés à network individuel, on a identifié quatre besoins principaux. Les premiers, et là on passe à la slide 4, les premiers besoins, c'est le besoin de liquidité. Une fois qu'il y a un sinistre, par exemple, dans une famille qui a un patrimoine investi, par exemple, dans des immeubles et dans des actifs illiquides, dès qu'il y a un sinistre de la personne, disons, par exemple, la personne plus importante de la famille, dès qu'il y a un sinistre, les impôts liés à la succession peuvent être très importants à payer. Et donc, les héritiers se trouvent en difficulté parce qu'ils n'ont pas la liquidité nécessaire pour faire face à ces impôts. Et là, les contrats de prévoyance pour intervenir en fournissant à les héritiers cette liquidité et ça va éviter que la famille, les héritiers, doivent se mobiliser des actifs pour faire face à ces montants. Le deuxième besoin, c'est le besoin de protection de nos proches. C'est tout simple, mais imaginez ce qu'on peut appeler les nouveaux riches, par exemple. Des familles de jeunes entrepreneurs, des start-upers. Ils sont jeunes, ils ont une famille, ils ont probablement des petits-enfants. Et donc, parfois, par exemple, pour ce type de clients, il y a encore une exposition très forte aux emprunts bancaires pour la maison, pour l'achat de biens. Il y a parfois un seul gros percepteur de revenus dans la famille. Et donc là, il faut protéger les enfants et nos conjoints par l'éventualité que quelque chose se passe pour les principaux percepteurs de revenus de la famille. La troisième zone de besoin, c'est lié à tout ce qui est financement. Donc, on ne doit pas penser que la clientèle à network individuel ne va pas chercher à se financer, par exemple pour l'achat de biens de luxe ou des immeubles de haute valeur. Donc, aussi là, on a besoin de protection, de protéger l'éventualité
que cette dette ne peut pas être payée. Et la dernière zone de besoin, c'est lié à tout ce qui est le monde corporate. Donc aussi là, on a tout un monde d'hommes clés qui aujourd'hui ne sont pas assurés. Et il faut considérer que si ça passe quelque chose à l'homme clé, à l'homme qui conduit nos entreprises, évidemment, il y a des conséquences économiques, des conséquences d'image, des conséquences pour l'entreprise qui peuvent durer aussi sur le moyen terme. Et donc, il faut protéger l'entreprise de l'éventualité qu'il se passe quelque chose à ces hommes clés. À propos du monde corporate, et là on passe à la slide 5, à propos du monde corporate, on peut dire une autre chose très importante. Aujourd'hui, on a un nouveau monde devant nous. Un monde où les thématiques liées aux startups et au private equity sont très présentes. Et là, il y a deux considérations qu'on peut faire sur ces mondes. Partant du monde de startups, de fintech, là, ce sont des entreprises où, notamment, il y a une personne qui a une idée, qui a une intuition et qui amène son idée et son intuition au but à travers la création d'une entreprise qui peut être plus ou moins enrichie avec des employés et tout ça. Mais en ces cas-là, vraiment, il y a un besoin de protéger cette personne, la personne qui traîne tout le business. C'est évident que la solution homme-clé pour ce type on peut les appeler de nouvelles entreprises, ça devient fondamental. Et aussi sur le monde du private equity. Aujourd'hui, on entend partout parler du private equity. Comment les contrats de prévoyance peuvent aider le business du private equity? Bien, considérons qu'aujourd'hui, les fonds de private equity vont investir dans des entreprises. En plus, dans une bonne partie des cas, ce sont des startups, ce sont des fintech. Aujourd'hui, donc, avoir une protection sur ces entreprises, sur les hommes clés de ces entreprises, pour aider les fonds de private equity, par exemple, à protéger leur investissement. Un exemple tout banal, je vais investir 5 millions d'euros dans une boîte qui a construit une application et cette boîte est traînée par une personne qui a eu l'idée, l'intuition de créer cette application. Si cette personne a un problème, si ça passe quelque chose à cette personne, mon investissement est perdu parce qu'on perd la personne de référence de cette boîte. Et donc, dans ces cas-là, les fonds de private equity peuvent protéger son investissement. Donc, si ça passe quelque chose à la personne qui traîne le business, les contrats de prévoyance peuvent intervenir et éviter les pertes au fonds de private equity. Donc, ça sont plus ou moins les grosses zones de besoin qu'on a identifiées. Mais pour offrir ce type de produits à une clientèle, à un network individuel, on ne peut pas exclusivement se concentrer sur les produits. OK, on doit construire des produits pour des grands montants de capital. Donc, par exemple, notre offre arrive jusqu'à 10, 20 millions, voire plus, selon les exigences des clients. Il faut avoir des produits flexibles, des produits simples, parce que, bon, les exigences sont plutôt simples, on les a vues. Il ne faut pas construire des produits trop compliqués qui posent trop de soucis en cas que ça passe quelque chose. Finalement, donc, OK, nous pouvons construire nos produits, mais surtout pour ce type de clientèle, on la connaît tout très, très bien, il faut aussi rajouter des services qui puissent donner une valeur ajoutée à ces produits. Et services qui sont toujours très importants pour notre cible de clientèle. Donc, notamment là, on passe à la dernière slide, on peut avoir deux types de services qu'on peut attacher à ce type de produits. Le premier, c'est tout ce qui est services médicaux. Donc là, on a des moments différents sur notre contrat. On part de la souscription, donc il y a des formalités médicales à la souscription qui peut être aussi important parce qu'on va assurer des montants de capital très grands. Et donc là, avoir des services de conciergerie, d'accompagnement pour les clients est très important. Aussi parce que pour les clients, les moments de la souscription impliquent un check-up sanitaire complet. Donc là, c'est un moment délicat aussi d'un point de vue émotionnel. Donc, fournir un accompagnement aux clients, c'est très important. Et aussi, pendant la vie du contrat, on peut avoir des petits services accessoires comme
les check-ups périodiques, toute une série de services qu'on peut attacher à ces produits et qui peuvent être utilisés par nos clients. À côté de ça, on a tout ce qui est services digitaux. Et là, on peut avoir vraiment toute une série de services, dans la possibilité de souscrire en ligne, d'effectuer des opérations et de demande en cours de vie de contrat directement en ligne. Ce sont des services qui peuvent être donnés à nos partenaires, mais aussi à nos clients. Par exemple, la facilité de retrouver sur un espace dédié notre documentation pour les clients, pour les partenaires. Donc, il y a tout ce monde de services qui peut donner vraiment un gros valeur ajoutée à cette offre. Et donc, nouveaux produits, nouveaux services, nouvelles compétences, les besoins de former notre réseau de distribution. Mais les produits de prévoyance aujourd'hui peuvent représenter vraiment la façon de répondre aux besoins de protection de nos clients. Donc, voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée en compagnie de tous les autres intervenants. Merci beaucoup et à très bientôt. Je vais essayer dans les 10 prochaines minutes de répondre à une question qui n'est pas facile de répondre. En effet, il est relativement difficile de prendre position par rapport à une situation qui est malheureusement toujours en train de se produire, de pouvoir réagir à chaud. Nous faisons face ces derniers mois à une crise sanitaire sans précédent qui perdure et dont les effets, et notamment les effets économiques, ne sont pas encore totalement connus aujourd'hui. Cette crise nous a déjà tous impactés à des degrés divers et variés et va continuer à nous impacter, et ceci va laisser des traces profondes dans notre société. Une question qui intéresse plus particulièrement notre secteur, qui a déjà fait, qui continue et qui va encore faire couler beaucoup d'encre, est la question de savoir, mais est-ce que le risque du Covid-19 peut être couvert par l'assurance ? Je n'ai évidemment pas la prétention, durant les 10 prochaines minutes, de régler intégralement cette question, mais je souhaitais partager avec vous certaines pistes de réflexion sur base des principes généraux de l'assurance, mais aussi sur base de quelques jurisprudences qui commencent à apparaître un peu partout en Europe. Alors, quand on se pose la question, il y a d'abord deux considérations pratiques. En fait, il y a deux considérations qui s'opposent. La première, certains rappellent que le fondement même de l'assurance repose sur le principe de la mutualisation des risques. En effet, l'assurance permet de répartir les coûts d'un sinistre entre les membres d'un groupe qui sont tous susceptibles de subir un tel risque. L'ensemble des primes va dès lors permettre d'indemniser le ou les membres qui subissent la survenance de ce risque. Maintenant, si l'ensemble des membres de ce groupe subissent un tel sinistre, eh bien l'assurance n'a plus de raison d'être. Soit une compagnie d'assurance devrait demander une prime qui serait équivalente à l'indemnisation du sinistre, ce qui dès lors perd tout son sens, ou alors une compagnie d'assurance qui envisagerait de ne pas procéder de la sorte face à 100% de ses assurés qui subiraient le tel risque se retrouverait dans des difficultés financières qui ne seraient pas acceptables. C'est pourquoi on appelle ce risque des risques systémiques et qui, en principe, ne sont pas destinés à être couverts par l'assurance. On retrouve cette idée notamment dans plusieurs législations européennes, dont la loi luxembourgeoise, qui prévoit que, sauf convention contraire, et c'est important, l'assureur ne couvre pas les sinistres causés par la guerre ou par la guerre civile. C'est véritablement cette idée de dire le risque systémique n'a pas vocation à être couvert par l'assurance. Quand on regarde la situation du Covid, il est clair qu'on est face à une situation généralisée et qui a vocation à impacter l'ensemble des assurés. D'un autre côté, certains se penchent plus sur qu'est-ce qu'un événement assurable. Et si on regarde les définitions, la notion d'événement assurable recouvre tout événement incertain qui affecte soit le patrimoine d'une personne, soit sa santé, soit l'intégrité physique ou la situation familiale de cette même personne et qui revêt dès lors un caractère aléatoire. Ainsi, selon certains, le Covid remplit les conditions pour être considéré comme un événement assurable et devrait dès lors, naturellement, pouvoir être couvert
par une police d'assurance. On se rend compte qu'indépendamment de ce débat, en pratique, la discussion va véritablement tourner autour des termes de police d'assurance et on va se retrancher vers l'interprétation contractuelle de ces polices d'assurance. Et même si aujourd'hui il est trop tôt pour tirer des enseignements généraux, on se rend compte que ces débats vont véritablement se cristalliser sur les termes des polices, sur les dispositions qui ont été convenues entre l'assureur et la police. Avant de rentrer un tout petit peu plus dans le détail de ces discussions, il y a peut-être certains principes ou un certain avant-propos qu'il faudrait faire. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui touche tout le monde, avec des conséquences assez importantes. Et donc, indépendamment de la question juridique, on voit qu'il y a parfois aussi une question politique. On se rend compte que même du côté des régulateurs, certains régulateurs se sont mêlés au débat. Et on a par exemple vu l'AIOPA rappeler qu'elle attendait de la part des assureurs de prendre en considération l'intérêt des consommateurs et de faire preuve de flexibilité dans le traitement des demandes de ces consommateurs. D'autres régulateurs nationaux, et le Luxembourg n'en fait pas partie, mais d'autres régulateurs nationaux ont véritablement interrogé chaque compagnie d'assurance pour savoir si elles entendaient couvrir les polices d'assurance qui pouvaient être actionnées par certains assurés dans le cadre du Covid, et que s'ils n'entendaient pas la couvrir, de justifier leur position auprès de régulateurs, ce qui a amené de nombreuses discussions entre assureurs et régulateurs. Et dans certains cas, et je prends l'exemple de la Grande-Bretagne, où même le régulateur, le FCA, a préféré lancer lui-même une action judiciaire face à certains assureurs pour obtenir très rapidement une position claire de la part des tribunaux par rapport à l'interprétation qui devait être donnée concernant certains termes des polices d'assurance. Quand on regarde d'un point de vue des juridictions, quels sont les principes qu'il faut garder à l'esprit? Il y a un principe essentiel qu'on nous apprend en tant qu'avocat durant notre première année d'université, c'est que les contrats lient les parties, mais également lient le juge, c'est-à-dire ce qui a été clairement convenu entre les parties dans un contrat, le juge doit s'y tenir et ne peut pas interpréter au-delà de la volonté des parties. Mais il y a cependant certaines nuances qui doivent être apportées à ce principe, c'est que dans le cadre d'un contrat d'assurance, on considère généralement que la police d'assurance est un contrat d'adhésion qui a été rédigé par la partie forte au contrat, l'assureur, et l'autre partie, qui est le souscripteur, ne fait qu'adhérer, n'a pas vocation à négocier les termes de cette police. Et donc, il est prévu normalement que lorsqu'il y a des termes qui sont conflus, lorsqu'il y a des questions éventuellement d'ambiguïté ou des dispositions qui sont peu claires dans les polices d'assurance, eh bien, le juge interprétera en faveur de la partie faible au contrat, à savoir le souscripteur ou l'assuré. Dans certains cas, et ceci est plutôt une tendance minoritaire, mais certains juges peuvent même aller au-delà et rechercher l'effet utile au contrat ou l'effet utile d'une disposition particulière par rapport à l'objectif général. Et on a vu certaines juridictions, malgré des termes assez clairs dans les contrats, aller au-delà de ce qui était convenu pour dire mais il faut quand même qu'il y ait un effet utile. Je prends un exemple qui peut paraître assez extrême et assez stupide, mais si un assureur envisage de mettre un produit incendie sur le marché, mais que dans les causes d'exclusion, il exclut toute cause possible qui aurait pu générer l'incendie, eh bien le juge aura tendance à dire mais ici, il n'y a plus d'effet utile au contrat, et donc on doit réinterpréter le contrat en faveur de quel était l'objectif qui était poursuivi par les parties lors de la conclusion d'un tel contrat. Qu'est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui sur les quelques cas que la Covid ont généré? C'est que dans le cadre des assurances de personnes, il y a eu relativement assez peu de discussions. Une personne qui est touchée par le Covid, ça peut être un décès ou qui a des frais hospitaliers ou qui est en incapacité de travail parce qu'il a été lui-même atteint par le Covid, a assez peu donné de discussion entre les assurés et les assureurs. On pourra cependant s'interroger si éventuellement à l'avenir, les assureurs vont peut-être revoir leur questionnaire médical,
Aujourd'hui, on sait tous que les conséquences des personnes qui auraient été testées positives ne sont pas encore totalement connues. Est-ce que les assureurs vie vont, par exemple, dans leur questionnaire médical, poser une question, est-ce que oui ou non vous avez été testé positif au Covid, et est-ce que ça va donner lieu, en cas de réponse positive, est-ce que ça va donner lieu à une surprime ou est-ce que ça va donner lieu à une réserve de la part de l'assureur. Là où je dirais le centre des discussions s'est porté, c'est plutôt sur les assurances de dommages et en particulier sur les assurances dites perte de revenus ou perte d'exploitation, où je dirais les assureurs ont fait face à toute une série d'assurés qui ont dû véritablement fermer leur entreprise, leur restaurant, leur commerce, du fait des effets du Covid, et donc qui se sont interrogés, est-ce que nous pouvons actionner ces couvertures? Il faut rappeler que quand on parle de ces couvertures, normalement ces couvertures, en tout cas c'est la situation au Luxembourg, ce sont des couvertures qui sont l'accessoire d'une garantie principale, telle qu'une garantie incendie, une garantie dégâts des eaux ou une catastrophe naturelle. Et dès lors, cette garantie ne trouve à s'appliquer que lorsque le dommage, la situation, la perte de revenus est la conséquence directe d'un dommage matériel qui est provoqué par l'objet de la garantie principale. Or, et c'est là toute la difficulté pour ces personnes-là, les personnes ont dû fermer leur commerce ou n'ont pas pu poursuivre leur activité professionnelle, pas parce que leur entreprise a subi un dommage matériel du fait d'un incendie, du fait d'une catastrophe naturelle, mais bien en raison de la situation pandémique qui, dans certains cas, a provoqué la fermeture obligatoire ou dans certains cas a provoqué en fait la fermeture, on va dire pratique, parce qu'il n'y avait plus personne qui pouvait se rendre dans leur entreprise. On se rend compte cependant dans certaines juridictions, il y a des variantes, et c'est ces variantes-là qui ont donné lieu à certaines discussions. On constate que parfois certains contrats couvrent la possibilité de perte d'exploitation sans dommage matériel. Il s'agit souvent de contrats qui sont liés à des réserves qui sont spécifiquement prévues, et normalement, dans ce genre de contrat, le risque d'épidémie est exclu. Il peut y avoir des débats, comme il y en a eu entre est-ce qu'il faut faire une différence entre une pandémie et une épidémie, mais cette question n'a pas fait l'objet de positions très très claires de la part des tribunaux. Finalement, dans certains cas, il est même possible que certains contrats prévoient la perte d'exploitation du fait de l'impossibilité d'accès. Et quand on regarde ces contrats, normalement, on va prévoir l'impossibilité d'accès pour deux raisons. Soit en raison d'un dommage matériel, qui serait causé en dehors de l'entreprise, donc typiquement des travaux dans la rue qui empêchent l'accès à un restaurant ou une explosion d'une conduite de gaz qui empêche l'accès à un commerce alors que le commerce n'a pas lui-même été impacté par le dommage, ce qui de nouveau ne nous aide pas dans le cas du Covid, ou alors dans certains cas, on prévoyait la possibilité de couvrir en cas d'interdiction administrative. Et là, de nouveau, ça a donné lieu à de nombreuses discussions parce qu'en réalité, seules certaines professions, pour un temps très limité, ont eu véritablement une interdiction administrative d'ouvrir leur commerce. La grande majorité des cas, ce n'était pas une mesure qui visait spécifiquement un commerce et qui avait l'obligation de fermer. C'était plutôt par la force des choses que le commerce était fermé. Donc, je dirais, on se rend compte quand on regarde un peu les différentes discussions, c'est qu'on n'est vraiment qu'au début de toutes ces questions qui vont être générées par le Covid et que souvent la solution de rechercher une couverture d'assurance n'est peut-être pas la solution idéale dans tous les cas. Si on essaie maintenant de se projeter à l'avenir, quelles pourraient être les conséquences? Alors, je pense qu'il y a 3 points que je voudrais mentionner. Le premier, il est clair que les assureurs à l'avenir vont revoir de manière très très attentive leur police d'assurance. On se rend compte que la majeure partie des polices d'assurance qui aujourd'hui font l'objet de discussions sont le fait de termes qui sont ambigus, peu clairs, ou parce qu'on n'avait pas véritablement prévu un phénomène d'une telle ampleur.
Et donc je pense que clairement les assureurs vont se positionner par rapport à leur police d'assurance et revoir ce wording afin de s'assurer qu'on évite toute ambiguïté. Dans ce contexte, évidemment, les assureurs vont devoir faire un choix, vont devoir se positionner. Est-ce que oui ou non, nous envisageons de couvrir un éventuel risque épidémique et dans quelles conditions, quelles seraient les limites, comme je l'ai indiqué au début, nous ne pourrions difficilement envisager un assureur qui dirait « je couvrirai n'importe quel risque pandémique dans n'importe quel scénario ». Face à ceci, on se rend compte, et je terminerai là-dessus, c'est que certains États ont pris cette problématique en considération et ont développé certaines initiatives. Et on a vu en France, même si l'initiative n'est pas encore totalement aboutie, on a vu en France le projet de lancer ce qu'ils appellent le régime CATEX, régime de catastrophe exceptionnelle, qui, à l'avenir, s'il est mis en place, il faudra voir dans quelles conditions il sera mis en place, mais l'objectif serait effectivement de pouvoir avoir un régime unique qui pourrait prendre le pas dans la détermination de dire est-ce que c'est une catastrophe exceptionnelle ou pas, et dans quelle mesure les personnes pourront en bénéficier. J'arrive au bout de mes 10 minutes de temps de parole et donc je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si nous avons le temps éventuellement de quelques questions ou nous allons enchaîner directement. Je me retourne vers le... Oui, alors c'est une question un petit peu intéressante qui est arrivée aujourd'hui. On parle de distribution digitale, on parle de cloud et ça, c'est pour ouvrir un petit peu Luxembourg, peut ça ouvrir le Luxembourg vers le marché européen. Alors, on veut dire qu'allons-nous vers un assouplissement du secret professionnel luxembourgeois. Et ça, c'est un petit peu anachronistique, cette secret professionnel aujourd'hui, avec ce monde aussi dynamique et digital. Bien, je suis ravi de bénéficier de cette question. Il est clair que nous avons une question à se poser au Luxembourg par rapport au secret professionnel. Depuis des années, le secret professionnel fait l'objet de discussions. Il y a eu des modifications législatives il y a de mémoire, c'était 2 ans. Et donc, on peut se poser cette question de dire est-ce que ça fait encore du sens aujourd'hui d'avoir un secret professionnel tel que nous le connaissons. Je pense qu'on est tous conscients de l'importance de la confidentialité des données, de pouvoir conclure une relation de confiance entre l'assureur et le souscripteur. C'est la même situation par rapport à un banquier ou par rapport à un autre professionnel soumis au secret professionnel. Simplement, aujourd'hui, notamment dans un monde qui est digitalisé, qui est de plus en plus ouvert, est-ce que dans certains cas, le secret professionnel ne serait pas un frein à cette digitalisation ? Nous savons très bien que les possibilités qui sont prévues par la loi sont assez restrictives et qu'obtenir le consentement de tout un chacun par rapport à n'importe quelle externalisation, si on veut parler d'externalisation ou simplement de recourir à des intermédiaires localisés un peu partout, ça crée des complications. Donc c'est véritablement cette question, et je pense qu'on doit prendre dans le secteur des assurances cette question à bras le corps, de dire est-ce que le secret professionnel tel que nous le connaissons doit être maintenu ou est-ce qu'on doit l'aménager pour tenir compte de ces nouveautés, de cette digitalisation, de ce monde qui est beaucoup plus ouvert et qui est attendu aussi de la part de nos clients, tout en s'assurant qu'on va toujours pouvoir maintenir ce degré de confiance entre le client et les professionnels. Merci Pierre-Michael. Merci beaucoup. La question n'était pas facile et je laisse la parole au prochain panel.